Bonjour à tous. Alors, nous avons donc vu que le chemin illuminé de la croissance n'était en réalité qu'une impasse obscure. Nous avons vu qu'au-delà de la violation caractérisée des lois physiques et comptables, la croissance entraînait l'humanité dans une impasse sanitaire et alimentaire et que les valeurs fondamentales de la société industrielle capitaliste constituaient toutes ensemble le creuset d'une véritable culture croissanciste, éclairant à peine cette impasse d'une lueur ténue. Tout au long de ces conférences, nous avons certes dévoilé le rôle du pouvoir politique en tant que maître d'œuvre de la croissance, mais nous n'avons pas occulté non plus l'adhésion massive des peuples à cette orientation tragique. Alors, arrivé à ce stade de notre étude, deux questions se posent. Que faire et comment faire? La question que faire est relative à la nature même de l'impasse, d'une part, et à la proportion du chemin parcouru, d'autre part. Pour ce qui concerne le premier paramètre, la nature de l'impasse, c'est-à-dire en réalité la forme de son terme, nous ne pouvons imaginer que deux alternatives, soit un terme d'impasse matérialisé par un mur en forme de U, soit un terme d'impasse en forme de précipice. Pour ce qui concerne le second paramètre, la proportion de chemin parcouru, les alternatives sont multiples. Dans la mesure où nous pouvons imaginer un nombre infini de points entre le début du chemin de la croissance, que nous avons situé conventionnellement en 1850, et son terme qui, bien que certain quant à son existence, n'est pas connu quant à sa position exacte dans le temps. Par ailleurs, ce paramètre s'inscrit dans une hypothèse plus large qui est celle de savoir si la société humaine choisira d'aller jusqu'au bout de l'impasse ou s'il se passera quelque chose avant terme, sans que nous évoquions pour l'instant et à ce stade de notre propos la forme que pourrait prendre cet événement. Afin de modéliser quelques scénarios prospectifs, nous nous attacherons d'abord à imaginer le cas où la société humaine choisirait de mener son chemin vers le terme de l'impasse et qu'elle se trouverait alors dans l'une des deux alternatives que nous avons suggérées, le mur ou le précipice. Le mur ou le précipice. Alors, il convient tout d'abord de préciser qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'indications suffisamment précises et convergentes pour que l'une ou l'autre de ces deux représentations puisse être privilégiée en termes de, comme dirait le GIEC, en termes de plus forte probabilité que. Il n'empêche que ces deux types de dead ends sont loin d'être identiques. Loin d'être identiques en termes d'énoncé du problème à résoudre. Dans le cas du mur, en effet, la seule option possible, autre naturellement que celle du demi-tour, option que nous étudierons d'ailleurs tout à l'heure et dans un cadre plus général. C'est naturellement la seule option, celle de son abattage du mur, option qui contient néanmoins deux inconnues de taille, celle de la résistance du mur comparée au niveau de force mécanique, c'est-à-dire quantité d'énergie et quantité de matière, au niveau de force mécanique disponible pour rendre possible cette démolition, d'une part, et d'autre part, celle de la configuration de ce qu'il y aura derrière, ce que personne, naturellement, ne peut pronostiquer. Dans le cas du précipice, la situation est bien différente, puisque la troupe humaine verrait distinctement devant elle la topographie du monde de la précroissance qui s'offre à elle, mais sans pouvoir néanmoins y accéder. Et alors, selon que ce monde visible de par-delà le gouffre ressemble au mont riant, à la montagne riante de l'Olympe, ou au contraire au sombre cloaque de l'Hadès, les humains assemblés pourront alors être tentés de le franchir ou de décider de faire demi-tour.
S'ils optent pour le franchissement, le succès de l'entreprise dépendra, tout comme pour le cas de figure du mur à abattre, dépendra des moyens et de l'ingéniosité mise en œuvre pour y parvenir, au regard des dimensions de l'obstacle et, éventuellement, de la force des vents contraires. À la différence de la configuration murale, l'impasse précipitielle laisse toutefois une troisième option possible, autre que celle du demi-tour ou du franchissement. C'est, vous l'avez deviné, celle du saut dans le vide. Après que quelques meneurs aient montré l'exemple et que le troupeau entier ait suivi tels les moutons de Panurge, acte qui, en langage humain, s'appelle le suicide et en langage ethnologique très en vogue actuellement, nous y reviendrons, l'effondrement ou, plus savant, le collapse. Voici donc pour ce qui est de l'énumération des différentes configurations possibles au terme de l'impasse, sachant que nous rangerons ces configurations dans la catégorie des options contraintes ou, autre formulation, des options suivies. Options ayant toutes en commun le fait que l'homo industrialis aurait choisi d'aller jusqu'au bout de l'impasse et qu'il se retrouverait de ce fait devant des alternatives ne dépendant plus de sa volonté ou de son libre arbitre, au sens de la capacité de construire lui-même son propre avenir. Un deuxième type de modélisation part de l'autre hypothèse, celle où la cohorte humaine déciderait de faire demi-tour avant même que d'avoir atteint le bout de l'impasse. Ce qui signifie, au regard de ce que nous venons de dire, que nous considérerions des options, cette fois volontaristes, entraînant des actions qui en langage humain relèvent de la survie et en langage ethnologique, un terme que nous suggérons aujourd'hui, le constructivisme. Dans ce modèle de type constructiviste, le paramètre stratégique, c'est naturellement celui du chemin qui aura été parcouru depuis l'année 1850, puisque son symétrique, celui restant à parcourir pour atteindre le but de l'impasse, ne peut pas être déterminé avec précision, car en tout cas, en tout état de cause, il paraît évident que l'option de cheminement arrière, de retour arrière, sera rendu d'autant plus difficile que la valeur de ce premier paramètre sera plus élevée, c'est-à-dire que la multitude humaine aura plus longtemps attendu avant de décider de rebrousser chemin. Cette option de demi-tour, de U-turn, hormis son niveau de difficulté ainsi paramétré, suppose par ailleurs que la certitude de la survenue de l'impasse aura éclairé les masses avant le terme de sa réalisation effective. Cette condition, exposée ainsi sous forme de truisme, semble toutefois difficilement réalisable car elle semble contradictoire avec toutes les données de la sociologie et de l'anthropologie sociale connues à ce jour, dans la mesure où il n'existe pas d'exemple dans l'histoire des sociétés humaines où un seul groupe, même restreint, ait modifié en profondeur son mode de vie en fonction de la certitude acquise par le raisonnement de la survenue d'un événement futur. Cette faculté prospective semble en effet absente des caractéristiques humaines, au contraire de la faculté adaptative qui, comme nous l'avons déjà dit, en est objectivement le fleuron le plus abouti. De ce point de vue, et en conformité avec les leçons de l'histoire, la logique voudrait que l'homo industrialis pousse son chemin croissanciste jusqu'à son terme, qu'il constate alors des visus l'impasse, et que, mettant alors en action sa fabuleuse capacité adaptative, bien supérieure à toutes celles des autres espèces animales, il trouve une réponse à défaut de solution, une réponse à la nouvelle configuration, et ce, dans le cadre d'une écologie nouvelle mais contrainte, et quelles que puissent être les externalités négatives,
les externalités négatives collatérales de cette adaptation. Une option différente, c'est-à-dire un changement de cap avant terme, et option liée à un raisonnement global, serait en fait une grande première dans l'histoire humaine. Mais, après tout, cela pourrait être également le témoignage d'une évolution supérieure de l'espèce, devenue alors capable de prendre en charge et de maîtriser son destin. Et c'est alors que nous en venons à la deuxième question, posée en préambule, après le que faire, c'est le comment faire. Et que, donc, comme le suggère l'intitulé de cette conférence, nous allons parler de politique. Mais la politique, en réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que le thème politique fait partie des nombreux termes polysémiques dont il vaut mieux préciser la définition à chaque fois que nous l'employons. Et également, parce qu'il en va du discours sur la politique, comme de celui sur d'autres termes centraux de l'organisation collective, à savoir que le discours ne peut pas ne pas être reçu correctement et donc approuvé ou contesté efficacement, si le terme employé n'a pas été défini clairement au préalable. Combien de débats, en effet, sur la politique, mais également sur le capitalisme, sur la démocratie, sur la liberté, sur la justice. Combien de débats sont-ils biaisés ou occultés de leur sens profond, par le seul fait que les protagonistes n'attribuent pas la même signification aux termes qu'ils emploient. Mais attention, notre propos n'est pas ici de revendiquer la validation officielle de la définition que nous allons proposer pour le terme politique. Validation officielle en tant que référence lexicale incontestable à vocation universaliste, mais tout simplement de prendre la peine, ou encore d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de nous engager sur un contenu signifiant et précis chaque fois que ce terme ou ce mot sera employé, et ceci dans le but de ne pas laisser planer une zone d'incertitude propice à une habile révision de notre argumentation a posteriori, et chaque fois qu'une objection pénible nous serait opposée. Une acception plus large, donc pouvant être agréée par le plus grand nombre, du mot politique pourrait être celle-ci que nous proposons. Est politique ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein. Alors, nous noterons dans un premier temps que cette définition évacue de fait l'acception couramment répandue par les médias mainstream ou médias de masse, médias qui, comme nous le savons, appartiennent tous dans leur ensemble à quelques dizaines de membres de l'oligarchie économico-financière, c'est-à-dire de l'oligarchie capitaliste, acception qui identifie la chose politique à une compétition électorale entre des groupes fort peu dissemblables d'ailleurs les uns des autres, et tous fidèles zélateurs de la trajectoire industrielle croissanciste. Ainsi, chaque groupe politique, lui-même VRP de telle ou telle variante minime de l'option capitaliste croissanciste, va alternativement occuper le pouvoir coercitif en attendant de remettre le témoin au groupe voisin-cousin lors de la prochaine Olympiade électorale. Ce combat des chefs feutrés n'est toutefois accessible qu'à une minorité d'individus soigneusement triés grâce à un système législatif dédié, dont nous nous abstiendrons de livrer ici le détail. C'est une analyse ayant d'ailleurs déjà été faite en profondeur par l'intermédiaire d'autres communications. Ce que nous retiendrons aujourd'hui est dans le cadre du propos qui nous occupe. C'est que l'exercice de la politique, vu sous cet angle restrictif, est réservé à une élite formée à cet effet et par conséquent quasiment inaccessible à tout individu non issu de la filière. Décrite ainsi, l'élite politique ressemble également de très près à l'élite économique, toutes deux étant en charge d'élaborer des argumentaires pour vendre leurs produits auprès des consommateurs. De ce point de vue,
Le citoyen consommateur devient donc un électeur consommateur, cible privilégiée du politicien, professionnel, dont le métier consiste dès lors à obtenir du consommateur électeur un bulletin de vote en échange d'un produit. En politique, le produit s'appelle une promesse. Un produit, une promesse suffisamment appétant. Suite donc à cette analyse très précise du fonctionnement politique de la société actuelle, nous en arrivons rapidement à la conclusion que la définition générique que nous avons donnée tout à l'heure doit être précisée sous cette forme que nous proposons. La science politique a pour objet de déterminer les méthodes et outils permettant à un groupe restreint d'exercer le pouvoir au sein d'une collectivité large. Nous remarquerons que cette deuxième définition n'est pas contradictoire avec la première. La première, c'était « est politique ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein ». Mais que cette deuxième définition précise singulièrement le contenu du « ce qui » et par là même révèle toute l'insuffisance de la définition générique que nous avions initialement proposée. Ceci étant posé. Et mettant cette définition affinée en perspective de notre propos, qui, rappelons-le, notre propos, c'est comment faire. Sous-entendu, comment faire face à la perspective de l'impasse. Il apparaît dès lors clairement que cette acception capitaliste croissanciste de la politique ne saurait convenir à ce type de situation. En effet, comment imaginer qu'une politique ayant pour seul objectif de flatter le citoyen électeur consommateur pour pouvoir lui vendre les produits marchands élaborés par ses commanditaires, comment imaginer qu'une telle politique puisse être en capacité de construire un projet tout entier tourné vers un autre objectif? En effet, comment imaginer qu'une politique ayant elle-même construit la religion et l'infrastructure de la croissance puisse être en capacité de déconstruire cette religion et de recréer une infrastructure accroissante? Rappelons-nous la célèbre maxime d'Albert Einstein: on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Alors si le problème, c'est l'impasse de la croissance, ce n'est pas avec la politique qui a créé le problème que nous allons le résoudre. Bref, vous l'avez compris, il faut changer de vision de la politique. Mieux, il faut changer la politique. Plus facile à dire qu'à faire, alors comment pourrions-nous nous y prendre? En tout premier lieu, nous devons définir la politique autrement, tout en conservant toutefois la racine générique. Est politique ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité, à l'exercice du pouvoir en son sein, qui, comme nous l'avons dit, ne paraît pas devoir être contesté de par son caractère clair et objectif. Mais il faut, dans cette autre définition que nous recherchons, introduire un critère qualitatif différent du critère du marketing politique, critère capitaliste croissanciste dont nous venons de parler. Et ce critère qualitatif, différent de celui de marketing politique, situé même aux antipodes, c'est le critère de vérité. Critère ou principe de vérité, dont nous devons immédiatement préciser le sens exact afin de couper court par avance à toute mauvaise interprétation. Parce que, en posant le principe de vérité, en tant que moteur de l'action politique, c'est-à-dire de l'agir humain visant à organiser coercitivement la collectivité, nous ne prônons pas l'avènement de groupes politiques se prétendant chacun d'entre eux et alternativement détenteurs de la vérité, et incitant ainsi, pourquoi pas, les masses à adhérer à leurs prescriptions sur la base d'une foi inébranlable, car alors ce schéma ressemblerait fort à celui d'aujourd'hui, à celui de la société capitaliste croissanciste. Non. Nous disons que l'action d'un mouvement politique doit être guidée non
par la recherche de l'adhésion à la plus grande quantité possible de masse à son discours, mais uniquement par la recherche de la vérité et sans se préoccuper de l'impact des déductions de cette recherche sur les masses populaires. Parce que recherche d'adhésion et recherche de vérité sont deux objectifs différents et contradictoires même. Le second, la recherche de la vérité, étant, à notre sens, la seule vraie raison d'être de la politique. D'un point de vue éthique, d'une part, mais également la seule façon d'avoir une chance, une toute petite chance, mais une chance quand même, de pouvoir traiter efficacement le problème de l'impasse. Alors de ce point de vue est ainsi redéfini. La politique cesse d'être une activité marchande, comme elle l'a trop longtemps été jusqu'à présent. Bien plus, la politique accède à un statut supérieur, à celui d'une activité de recherche de la vérité, quoi qu'il en coûte, ce qui implique naturellement et en premier lieu de dire la vérité. Cette recherche de la vérité, il faut bien le préciser, elle définit une posture de principe qui est garante de la vertu d'une organisation politique, mais elle n'emporte aucunement la garantie d'un résultat idéal, celui-ci pouvant naturellement revêtir des formes multiples, mais toujours nécessairement argumentées et contredites, et ayant été contredites. Et c'est donc, vous l'avez compris, dans cette optique, et non dans celle de la politique politicienne qui sévit dans la société capitaliste croissanciste actuelle, c'est dans cette optique que nous allons tenter de faire le point sur cette situation qui conduit manifestement l'homo industrialis vers une impasse. Car, face à la faillite économique, comptable, financière, sanitaire, alimentaire et culturelle de la société industrielle qui semble toute inéluctable, pouvons-nous envisager une solution, tout au moins une forme de solution? Ce terme de solution, terme d'essence purement mathématique, ne semble pas toutefois adapté aux problèmes qui nous occupent. Problème dont l'essence dépasse largement les mathématiques et doit plutôt être remplacé, ce terme, par le terme adaptation. Adaptation, faculté dont nous avons indiqué tout à l'heure quelle était la plus grande force du genre homo. Il n'y aura donc probablement pas de solution à l'impasse de la croissance, mais plutôt une adaptation. Et le rôle de la politique, tel que nous l'avons redéfini, tel que nous tentons de la redéfinir, devra être de proposer des pistes de réflexion et des infrastructures adaptatives. Cette démarche qui consiste à proposer des pistes de réflexion et des infrastructures a un nom, c'est la résilience. La résilience. Qu'est-ce que la résilience? De façon générale, ce concept désigne la capacité pour un corps, un organisme, une organisation ou un système quelconque de retrouver ses propriétés initiales après avoir subi une altération. Et cette définition générique, elle est déclinée dans plusieurs contextes. Alors, par exemple, pour illustrer ce qu'est la résilience, dans l'aérospatiale, nous dirons que la résilience dénote la capacité d'un système embarqué à pouvoir continuer de fonctionner en mode dégradé et en milieu hostile. En biologie, la résilience, c'est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. En physique, la résilience, c'est une mesure de l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. En thermique, la résilience, c'est la capacité d'un matériau à conserver une température dans la durée. En psychologie, c'est un phénomène
qui consiste à pouvoir revenir d'un état de stress, revenir après un état de stress post-traumatique. En informatique, la résilience est la capacité d'une architecture réseau à continuer de fonctionner même en cas de panne. En gestion d'entreprise, c'est la capacité d'une organisation à s'adapter après la survenue d'un incident. Et, nous y arrivons, en économie capitaliste, il est intéressant de remarquer que le terme de résilience est employé pour désigner la capacité à revenir sur la trajectoire de la sacro-sainte croissance après avoir encaissé un choc de récession. Donc ceci est très intéressant parce que si nous comparons la définition générique, à savoir la capacité d'une organisation à retrouver ses propriétés initiales après avoir subi une altération, si nous comparons cette définition générique à la déclinaison capitaliste, c'est-à-dire à savoir la façon dont le système capitaliste emploie le mot résilience, c'est-à-dire la capacité à revenir à la croissance après avoir subi une récession, le contresens de l'interprétation capitaliste saute rapidement aux yeux. Donc résilience est employée à contresens par les turiféraires de la société capitaliste croissanciste. Car l'altération de notre société, et nous pensons l'avoir suffisamment démontré, c'est précisément la croissance, l'altération. Et ça n'est pas la récession. Récession qui n'est elle-même d'ailleurs qu'une dérivée seconde du fait générateur, qui est le fait générateur premier, qui est la croissance. En réalité, le capitalisme croissant confond cause et conséquence, ce qui, bien entendu, doit être dénoncé au vu des enjeux considérables que cette confusion occulte. La croissance exponentielle de notre société connaît depuis à peine 200 ans, que notre société connaît depuis à peine 200 ans, n'est en réalité qu'une bulle civilisationnelle, une grande parenthèse historique, si nous pouvons nous exprimer ainsi, qui contient en elle-même les ferments de sa propre clôture de parenthèse. Cette croissance n'est en réalité qu'une excroissance de la trajectoire humaine, excroissance générée par notre prédation de la dot terrestre, prédation rendue financièrement possible par la création des lois permettant la création mater ex nihilo, mécanisme que nous avons déjà analysé dans les chapitres précédents. La juste interprétation de la résilience, elle est donc tout autre que celle-ci, tout autre que celle des croissancistes convaincus, convaincus mais en proie au spectre de la récession. Parce que l'expression « retrouver ses propriétés initiales après une altération » signifie tout simplement retrouver les propriétés qui régissaient l'économie humaine avant qu'elle subisse l'altération provoquée par la prédation illimitée de la dot terrestre, c'est-à-dire les ressources naturelles finies. Ces propriétés, elles reposaient tout simplement sur la logique et le bon sens ancestral, à savoir celui consistant à utiliser les ressources naturelles uniquement dans la limite de leur renouvellement et, dans le cas d'une population humaine, quantitativement adaptée à ce niveau, à ce taux de renouvellement. Ainsi que l'a démontré Nicolas Georgescu-Royen, et ainsi que nous l'avons largement exposé dans les précédentes conférences, l'économie est dépendante de la biologie et de l'écologie. Chaque fois que l'homme utilise une ressource naturelle, énergétique ou minérale, pétrole, fer, charbon, cuivre, il augmente le niveau d'entropie de l'écosystème et par conséquent son instabilité. Nous avons déjà vu tout cela. Chaque fois qu'il transforme une ressource naturelle par le biais de la métallurgie, par exemple, il provoque la dissémination d'une partie de cette matière qu'il ne pourra plus jamais récupérer. Le recyclage lui-même est voué à terme à l'extinction
dans la mesure où il nécessite de l'énergie, énergie elle-même à vocation déclinante, et que la quantité récupérée est toujours inférieure à la quantité initiale, d'où une tendance finale irrémédiablement orientée vers l'extinction, nous avons naturellement déjà vu tout cela. Alors, la conclusion, bien entendu, c'est que la décroissance économique est inéluctable et avec elle, le déclin de la société industrielle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les raisons en sont évidentes, la fin des réserves de pétrole, de charbon, de gaz, de fer, de cuivre, de zinc et de la plupart des éléments métalliques du tableau de Mendeleïev. Resteront, certes, des ressources énergétiques inépuisables, le soleil, le vent et la gravité hydraulique, ainsi que les ressources renouvelables constituées globalement par la biomasse. Il est un fait certain que ces ressources seront toujours disponibles pour nous fournir une certaine quantité d'énergie, indispensable à la conduite d'une économie humaine organisée, mais il faut bien garder à l'esprit que nous devrons les mettre en œuvre sans avoir recours à l'utilisation conjointe des ressources matières finies, qui auront enfin justifié leur appellation, puisqu'elles seront à ce moment-là précis, très exactement, finies. Ceci est un problème peu évoqué aujourd'hui, mais néanmoins fondamental, car il ne faut pas oublier que pour faire fonctionner une économie humaine, même à bas régime, il faut disposer à la fois d'énergie et de matière. Car disposer de matière sans disposer d'énergie signifierait que nous serions obligés de travailler les métaux avec notre seule force musculaire, et disposer d'énergie sans disposer de matière signifierait que nous serions tout simplement contraints de mener une vie végétative ou animale, ce qui somme toute serait encore mieux que pas de vie du tout, mais qui ne saurait constituer un objectif politique réellement mobilisateur. Cette réduction de la disponibilité globale en énergie et matières premières physiques, qui va donc conférer un caractère inéluctable à la décroissance économique, sera sans doute progressive. La rapidité de cette décroissance sera fonction d'un ensemble de critères difficiles à pronostiquer, mais son impact sur notre mode de vie, c'est-à-dire finalement sur ce qui nous intéresse, sera directement lié à notre capacité de résilience. Cette capacité de résilience, qui est globalement celle d'un organisme à résister à un choc et à s'adapter positivement au traumatisme qui va en découler, se traduit dans le cas de figure qui nous intéresse par la faculté d'adaptation au choc de la décroissance industrielle de façon positive et consubstantiellement par une adaptation, voire une transformation de l'organisation sociétale d'un point de vue institutionnel, donc politique. Mais nous avons vu que la résilience, c'est aussi, et dans le même temps, la capacité de ce même organisme à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Et nous pouvons alors nous demander, qu'est-ce qu'il convient d'entendre par là? En réalité, c'est très simple. Il convient d'entendre par là exactement le contraire de ce qu'entendent les représentants politiques actuels. C'est-à-dire que l'altération subie par la trajectoire humaine se révèle être la croissance industrielle elle-même. Tout au long de son évolution, depuis le milieu du XIXe siècle, et non pas au moment de telle ou telle phase épisodique de récession, intervenant à un instant T sur la courbe de son évolution, comme nous avons pu le constater ces dernières décennies. Autrement dit, les représentants de l'oligarchie considèrent que la croissance industrielle, pourtant toute récente, nous l'avons dit, 170 ans, sur 3 millions d'années d'existence du genre Homo, c'est-à-dire à peine 10 secondes de la vie humaine rapportée à 24 heures, constitue un axiome historique incontestable et une option économique qu'on ne saurait discuter. Bref, que le système croissanciste qu'ils ont installé, à partir du milieu du XIXe siècle, constitue pour eux une évidence aussi limpide que le soleil qui se lève à l'est
voire aussi péremptoire qu'une prescription divine. Dès lors, nous comprenons que tout phénomène venant enrayer cette sacro-sainte croissance ne puisse être jugé que comme une altération de la normalité. La résilience devenant alors le niveau de capacité à revenir sur le chemin de la croissance régulière dans les meilleurs délais. La bonne analyse est toute différente. La bonne analyse considère au contraire que le système industriel tel qu'il a été mis en place par le régime politique oligocratique qui a remplacé la monarchie, constitue lui-même une altération de la trajectoire humaine. Ce que nous disons là n'est pas de nature subjective. Par exemple, contestant la valeur de la culture issue de l'installation de ces sociétés industrielles. Ce jugement procède au contraire d'une stricte constatation comptable, montrant que le système économique, mis en place à partir de cette époque, ce système est fondé sur des bases qui le conduisent immanquablement à la banqueroute. Cette faillite annoncée est radicalement distincte d'un procès que nous pourrions faire en mettant sur la sellette les conséquences culturelles des options économiques de la société industrielle, comme par exemple la critique du mode de vie des individus, la critique des pratiques relationnelles, la qualité de la nourriture, la critique de la qualité de l'air, etc. Tous ces éléments peuvent naturellement faire l'objet de débats multiples, mais le vrai problème de fond n'est pas là. Le vrai problème, c'est que ce système politique oligocratique, qui a installé une pratique économique éphémère et sans avenir, quels que puissent être les éventuels bienfaits ressentis momentanément par les usagers durant le cours de la période récente, ce système politique n'a pas d'avenir. Ceci étant posé, nous devons maintenant nous poser les questions. Qu'est-ce qu'une trajectoire normale et comment pouvons-nous l'identifier? L'évidence, qui est malheureusement perdue de vue, qui a été perdue de vue par les damnés de la croissance, l'évidence c'est qu'une trajectoire normale doit tout simplement être une trajectoire qui respecte l'équilibre naturel et notamment les lois de la biologie et de la physique. Elle se matérialise donc par la mise en œuvre d'une économie basée uniquement sur les ressources renouvelables. Les lois physiques qui sont issues du deuxième principe de la thermodynamique et du principe de l'entropie montrent sans ambiguïté que tout prélèvement de la dot terrestre conduit immanquablement à terme à une déperdition définitive de la matière utilisée. Et par voie de conséquence, si cette matière n'est pas renouvelée par la nature elle-même, dans des délais compatibles avec l'échelle humaine, elle devient alors indisponible et l'industrie sur laquelle elle est fondée s'écroule. La matière renouvelable à l'échelle humaine, elle, par contre, la matière renouvelable, elle reste disponible en permanence. Mais dans la mesure, bien entendu, où le prélèvement humain ne va pas dépasser son taux de renouvellement. Mais le discours officiel, notamment porté par ceux qu'on nomme les écologistes de gouvernement, oublie de préciser une chose fondamentale, c'est que dans un système basé sur le renouvelable, on ne peut utiliser que des matériaux renouvelables, eux aussi. Pour construire notamment les dispositifs de capture, c'est-à-dire qu'il faut faire des axes en bois, des courroies en cuir, utiliser des cailloux, du sable, de la sève des vers, etc. Exit par conséquent le fer, exit le cuivre, l'aluminium, le plastique, etc. Car ce qu'il faut donc rajouter dans le maelstrom de la politique, de la propagande oligocratique sur les énergies renouvelables, ce qu'il faut ajouter, c'est le fait incontournable que pour être vraiment renouvelable, une production d'énergie ne doit utiliser que des matériaux renouvelables et pas de matériaux finis. C'est la même chose pour l'énergie produite à partir des ressources inépuisables.
Alors ça paraît pourtant limpide, mais il faut croire que les mandataires de l'oligocratie ont intérêt à le dissimuler. Alors il restera, bien entendu, le simplement renouvelable, c'est-à-dire grosso modo la biomasse, autrement dit encore le système végétal et animal, qui croît et se reproduit naturellement sans avoir besoin de l'intervention humaine. Ce système peut fournir, il a déjà fourni, une dot gratuite permanente, sous la forme d'un accroissement annuel, représentant une quantité que l'homme peut prélever sans problème, sous réserve naturellement de ne pas prélever plus que cette quantité de croissance naturelle pendant une période considérée. Cette option fondamentale est la seule option capable d'assurer une durabilité du système économique humain. Et c'est l'option qui a prévalu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et avant la mise en place conjointe, complice et partenaire des systèmes oligocratiques et au niveau politique et capitalistes au niveau économique. Quant à la société industrielle, produit conjoint de ces deux systèmes est basé sur la consommation illimitée des ressources naturelles finies, elle se révèle aujourd'hui sans issue. C'est l'impasse. Tel est donc l'état des lieux, et nous en revenons à nos deux questions initiales, que faire et comment faire. Alors la première question, que faire, c'est essentiellement celle de savoir s'il faut attendre d'être arrivé au bout de l'impasse pour agir ou s'il faut agir avant. Des éléments de réponse à cette question ont déjà été donnés précédemment lorsque, nous fondant sur des données historiques, nous avons souligné la prévalence de la capacité génétique de l'homme à l'adaptation au détriment de son éventuelle capacité à l'anticipation. Cette propension avérée de l'homme à ne traiter que ce qui est visible dans le moment présent semble bien nous éloigner de l'hypothèse que nous avions évoquée, de l'hypothèse du demi-tour avant terme. D'autant plus qu'à ce doute ethnologique s'ajoute également un facteur politique, à savoir que l'option du demi-tour, elle est conditionnée par une adhésion massive, elle serait conditionnée par une adhésion massive de la population humaine à ce choix, et qu'il sera très difficile à un groupe politique, même animé par la recherche des intéressés de la vérité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, soit très difficile à un groupe politique de convaincre une grande majorité sur les seuls fondements d'une déduction mentale, dans le même temps où cette même population, elle serait travaillée pour une propagande contraire, disposant, elle, de moyens de communication importants et se fondant sur la réalité martiale de l'existant. Pour parler clair, il ne paraît guère possible de convaincre la multitude des homo industrialis de la non-durabilité de la croissance autrement qu'en la laissant, cette multitude, suivre son cheminement jusqu'à son terme, c'est-à-dire de la laisser arriver au bout de l'impasse. Et alors, ce n'est seulement qu'arriver en face du mur ou du précipice, comme nous l'avons suggéré, alternative que nous avons suggérée, ce n'est seulement qu'arriver en face du bout de l'impasse que cette multitude sera mûre pour adopter une autre direction. Parce qu'alors elle sera indubitablement et réellement convaincue, et dans une proportion quasiment totale, que la direction qu'elle avait précédemment choisie était une voie sans issue. Alors bien sûr, certains esprits combatifs refusent de se résoudre à ce scénario subit et caressent l'espoir, à défaut de caresser la certitude, qu'il reste quand même possible de faire changer d'avis les masses populaires et de les convaincre d'emprunter une autre voie, ou de faire carrément demi-tour. Mais les forces qui s'opposent à leur entreprise sont
puissantes et nombreuses. Ces forces puissantes qui s'opposent à l'entreprise de ces esprits combatifs, elles iront, comme dit le proverbe, jusqu'au bout de leurs forces. Quelles sont-elles? Naturellement, ce sont les forces du capitalisme, qui déploient déjà, comme nous l'avons montré dans les chapitres précédents, tout un tas d'artifices pour cacher aux yeux des masses l'inéluctable issue, et afin de prolonger le plus longtemps possible ces activités lucratives et court-termistes. Et nous ne doutons pas que le capitalisme continuera à déployer ses artifices, de plus en plus sophistiqués au fil du temps, pour retarder l'échéance autant qu'il le pourra. C'est ainsi que la stratégie globale du capitalisme pour convaincre les masses de la durabilité du système croissanciste, l'ineffable développement durable, qui jusqu'à présent reposait essentiellement sur la glorification de la technologie et sur les promesses d'enrichissement individuel, se sont dotés, ces dernières années, de dispositifs plus pernicieux et plus sophistiqués. Des dispositifs visant désormais non plus à faire adhérer les masses populaires à la croissance, mais carrément à étouffer les voix des éléments contempteurs, à défaut de pouvoir les contredire, soit par la preuve, soit par le raisonnement, ou encore par l'argumentation. Ces dispositifs, destinés à étouffer les voix de la contradiction, nous pouvons les classer en 4 catégories. Il y a tout d'abord les lois contre la liberté d'expression. Il y a ensuite la propagande de ce que nous allons appeler la propagande du discrédit. Troisièmement, il y a l'institutionnalisation de l'arbitraire. Et enfin, quatrièmement, plus récent, la fabrication de l'œuvre. Alors, nous allons naturellement étudier ces dispositifs dans le détail. Tout d'abord, la première catégorie, les lois contre la liberté d'expression, les lois répressives. Nous avons vu récemment apparaître le souci des maîtres du pouvoir croissanciste de juguler la liberté d'expression sur des problèmes sociétaux dont l'argumentation pied à pied leur devenait particulièrement pénible, dont notamment un bon nombre de ceux que nous avons abordés lors des conférences précédentes. En France, le plus beau fleuron de cette politique répressive, c'est la loi du 22 décembre 2018 contre la manipulation de l'information, loi dite fake news ou loi Infox dont nous avons déjà parlé. Ce type de loi, dont certains ténors oligocratiques demandent déjà l'élargissement du champ d'application, ce type de loi vise à pénaliser, voire à criminaliser la diffusion de certaines idées jugées fausses par un comité d'experts, comité naturellement agréé, voire enfanté par le pouvoir lui-même. La récente crise sanitaire nous livre d'ailleurs un exemple vivant de l'application de cette loi, puisque chacun peut constater que toutes les publications suggérant par exemple qu'il existe une marchandisation de la situation sanitaire par l'industrie pharmaceutique, c'est un exemple. Toutes ces publications se retrouvent censurées, même sur les réseaux sociaux dont les dirigeants ont finalement accepté la demande des gouvernements de soumettre leurs publications à l'avis d'agences de notation de la pensée, organismes autoproclamés, mais néanmoins adoubés par le pouvoir politique, de type des codex, par exemple, en France. Deuxième catégorie. D'outils de l'oligocratie contre leurs contradicteurs. Deuxième catégorie que nous avons dénommée la propagande de discrédit.
dans laquelle nous rangerons toutes les techniques permettant de s'exonérer du débat contradictoire en jetant un discrédit a priori sur celui qui sollicite ce débat, et dont l'un des exemples les plus éclatants se nomme la théorie du complot. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie du complot? Et en quoi est-elle un outil du pouvoir politique, comme nous l'avons dit, pour étouffer la contestation? Ce terme théorie du complot, c'est une expression d'origine anglaise, définie pour la première fois en 1945 par Karl Popper. Karl Popper, c'est un philosophe proche de l'école autrichienne d'économie, expression qui est censée dénoncer comme abusive une hypothèse selon laquelle un événement politique aurait été causé par l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui avaient intérêt à ce qu'il se produise plutôt que par le déterminisme historique ou par le hasard. Or, et par une curieuse occurrence, il se trouve qu'objectivement cette définition n'est ni plus ni moins que le reflet assez exact du fonctionnement des sociétés oligocratiques mises en place après les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, dans lesquelles c'est effectivement une minorité d'individus qui décident bien des lois les plus importantes, et c'est-à-dire qui exercent le pouvoir suprême. Et donc, vu sous cet angle, cette diabolisation des théoriciens du complot revient en fait à fustiger et à ostraciser tous ceux qui soutiennent que les décisions importantes sont prises par une infime minorité d'individus, influencés directement ou indirectement par des groupes de pression, et non pas influencés uniquement par la masse des électeurs qui les ont portés au pouvoir, ce qui revient au final, tout simplement, à considérer comme une calomnie le fait de simplement suggérer, par exemple, que les députés de l'Assemblée nationale seraient peut-être influencés dans leur vote des lois par des lobbies catégoriels restreints, ou que les ministres seraient également influencés par ces lobbies catégoriels restreints lorsqu'ils prennent des décrets ayant force de loi. Nous noterons au passage que le fait que ces décideurs dont nous parlons aient été élus ne change rien au fait qu'ils ne sont qu'un groupuscule, souvent quelques dizaines, voire moins, à prendre les décisions les plus importantes, et notamment celles qui engagent l'avenir de l'humanité. Bref, depuis quelque temps, cette expression ancienne, théorie du complot, a repris du service, sous une tournure plus agressive, doublée d'une déformation sensible quant à son acception comme une déformation, tout d'abord dans sa phonétique, puisque théorie du complot est devenue complotisme, assimilant ainsi ceux qui dénoncent un complot à des comploteurs eux-mêmes, ce qui est, vous conviendrez, plutôt contradictoire. Contradictoire certes du point de vue de la logique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ce renversement de sens, il y a non seulement le souci de calomnier par principe et par avance, celui qui évoquerait l'éventualité de l'existence de motivations cachées et non dites à telle ou telle action du pouvoir en place, mais également, en toile de fond, l'idée de pénaliser, voire de criminaliser, le simple fait d'émettre des doutes sur la version officielle des représentants du pouvoir et en fin de compte, sur la vérité de l'histoire officielle, histoire avec un grand H, naturellement. En poursuivant ce raisonnement, et en suivant par là même l'évolution de cette tendance chez les soi-disant dénonciateurs de la théorie du complot, nous observons que cette théorie vise en effet à faire entrer dans l'esprit du grand public une doctrine qu'on pourrait décrire en 4 volets. Premier volet. Ceux qui évoquent l'existence de motivations cachées chez les maîtres du pouvoir sont réputés être adeptes d'une théorie néfaste, dénommée la théorie du complot. Deuxième volet.
Ceux qui évoquent l'existence de motivations cachées chez les maîtres du pouvoir et qui donc sont des adeptes de la théorie du complot sont dénommés des complotistes. Et ce, pour faire plus simple et pour que le public comprenne mieux. Troisième volet. Le mot complotiste étant synonyme de comploteur, complotiste, comploteur, les adeptes de la théorie du complot, c'est-à-dire ceux qui croient à l'existence de motivations cachées chez les maîtres du pouvoir, sont eux-mêmes assimilés à des comploteurs. Et donc de ce fait ostracisés et calomniés, puisque l'acte de comploter est jugé répréhensible. Et enfin, quatrième volet, l'idée finale serait ainsi de pouvoir réduire au silence ces gens qui complotent pour dénoncer des comploteurs imaginaires, et pourquoi pas de les assimiler juridiquement à des négationnistes, comploteurs négationnistes, au titre par exemple d'un élargissement de la loi Fabius-Guessot en France, par exemple. Voilà ce que nous pourrons dire de la théorie du complot. Théorie du complot qui est un outil facile d'emploi, permettant au pouvoir et à ses zélateurs de calomnier à moindre frais leurs contradicteurs et ainsi de discréditer en bloc tous leurs arguments. Troisième catégorie d'outils défensifs. Des techniques dissuasives employées par le pouvoir capitaliste croissanciste. Techniques relevant de ce que nous nommerons l'institutionnalisation de l'arbitraire et qui consiste à invoquer un principe non défini ou mal défini dans le corpus législatif, constitution incluse, d'invoquer un principe non défini ou mal défini pour asseoir une décision coercitive donnée. Cette technique étant particulièrement efficace pour évacuer un certain nombre d'objections pénibles. Alors au titre des principes non définis ou même absents du corpus, nous citerons le principe d'intérêt général. Et au titre des principes mal définis, cette fois, nous citerons l'abus de liberté, tel qu'énoncé par exemple dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, partie intégrante de la Constitution française. Afin d'illustrer notre propos, et afin de ne pas pousser trop en avant, trop loin, l'étude critique des textes constitutionnels, étude détaillée qui a d'ailleurs fait l'objet d'une conférence distincte de cette série sur l'impasse de la croissance, nous laisserons pour l'instant de côté le cas de l'abus de liberté pour ne traiter que du cas de l'intérêt général. Cet intérêt général, qui est très couramment invoqué par le pouvoir en place, soit pour justifier d'une décision coercitive prise en dehors de toute consultation élargie, soit pour évacuer une objection à laquelle aucun argument rationnel ne peut répondre. Ce que nous appelons les objections pénibles. Mais en fait, qu'est-ce que l'intérêt général? Et comment pouvons-nous le définir, puisque, comme nous l'avons indiqué, il n'est pas défini dans la Constitution française, par exemple. Alors, voyons, nous allons regarder le dictionnaire. Voyons ce que dit le dictionnaire Larousse, par exemple. Larousse dit « Intérêt général, conception de ce qui est bénéfique à l'ensemble des membres d'une communauté. » Puis, il développe cette définition avec l'illustration suivante. La notion d'intérêt général n'a de sens que pour un groupe d'individus membres d'une communauté, telle une collectivité, à laquelle ils ont conscience d'appartenir. Il est du ressort de l'État de poursuivre des fins d'intérêt général, c'est-à-dire d'entreprendre des actions qui présentent une valeur ou une utilité pour tous ceux sur lesquels s'exerce son autorité, de les faire prévaloir sur certains intérêts particuliers. Nous constatons, à la lecture de cette définition lexicale, que la définition d'intérêt général renvoie à un autre concept, le bénéfique, qui, lui, n'est pas plus défini pour autant. À la lecture de ce dictionnaire, nous avons donc appris que l'intérêt général, c'est un synonyme de ce qui est bénéfique pour les membres d'une communauté, sans que nous soyons pour autant renseignés sur les critères objectifs qui pourraient être
effectivement bénéfique pour cette communauté, ni sur l'instance fondée à décider de ce qui serait bénéfique ou pas bénéfique. Dans les cas où la détermination de l'évidence de critères objectifs ne serait pas claire ou avérée, ou s'il subsistait un doute sur l'interprétation de ces critères, quelle est l'instance fondée à décider. La conclusion que nous tirons de cette lecture, c'est que le terme d'intérêt général n'est pas défini par le dictionnaire, et nous avons même l'impression qu'il n'arrive pas à le définir. Alors maintenant, voyons comment le pouvoir oligocratique, lui, qui se prévaut régulièrement de cette notion pour justifier de son édiction de lois coercitives, certaines pouvant même aller très loin dans la restriction des libertés fondamentales, comme par exemple celle de se déplacer, et par surcroît assise sur la base de motifs non expressément prévus par la Constitution elle-même, voyons comment et où le pouvoir oligocratique définit-il cette notion sur laquelle il s'appuie pour édicter ces lois incroyablement coercitives. Parce que, voyez-vous, et par un extraordinaire juridiquement incompréhensible, cette notion fumeuse d'intérêt général, que le dictionnaire de référence n'arrive même pas à définir, eh bien cette notion d'intérêt général, elle fonde en France rien moins que l'ensemble du droit public, c'est-à-dire qu'elle permet de valider la plupart des dispositions législatives qui sont prises dans des domaines qui relèvent de lui. Parce que à la différence du droit anglo-saxon, qui lui définit l'intérêt général comme la résultante ou la somme des intérêts individuels, et qui de ce fait peut donner une définition pragmatique de type, par exemple, l'intérêt général, c'est le résultat d'une consultation au suffrage universel. Eh bien, le droit latin, lui, droit latin qui accourt notamment dans un pays comme la France, affecte à cette notion d'intérêt général une sorte de non-définition intuitive qui laisse sous-entendre que l'intérêt général est un intérêt qui dépasse l'intérêt individuel et qu'il constitue ainsi une finalité supérieure à laquelle l'individu doit se soumettre quoi qu'il en soit. Cet intérêt général à la française devient alors un axiome et un credo intégré par une certaine partie de la population, une autre partie pouvant avoir un avis contraire et considérant que c'est elle qui détient le véritable intérêt général. Ces divergences gravissimes dans l'interprétation de l'intérêt général peuvent se constater dans des domaines variés, tels le climat, l'industrie nucléaire, l'adhésion à l'Union européenne, le mode de production agricole, la démographie, les interventions militaires extérieures, etc. La France étant néanmoins une nation de droit écrit, nous avons donc cherché dans son maquis législatif un terme susceptible de donner une définition un tant soit peu précise de ce concept flottant d'intérêt général. Et en cherchant bien, nous avons trouvé un règlement qui s'appelle Règlement administratif annexe 5 de la circulaire du 18 janvier 2010 édictant les conditions pour qu'une organisation soit reconnue d'intérêt général. Et alors, quelle n'a pas été notre surprise de découvrir à la lecture de ce texte législatif que la supposée définition de l'intérêt général devant s'imposer comme une vertu supérieure que personne n'aurait le droit de discuter, cette définition, elle apparaît comme étant contradictoire avec les fondements même de la démocratie représentative actuelle. En effet, cette circulaire, elle indique que la reconnaissance d'intérêt général d'une organisation est soumise à la réunion de plusieurs conditions, notamment de 3 conditions. Première condition, le but de l'organisation ne doit pas être lucratif. Deuxièmement, sa gestion doit être désintéressée. Troisièmement, son activité ne doit pas être limitée à un cercle restreint de personnes. Or, nous sommes bien obligés de reconnaître
que ces conditions sont loin d'être remplies par le système de la démocratie représentative, puisque ces gestionnaires, autant dans le domaine législatif qu'exécutif, députés, ministres, hauts fonctionnaires, sont rémunérés pour leurs activités. De plus, l'activité de l'oligocratie est limitée à un cercle restreint de personnes. 577 députés, 350 sénateurs, 20 ministres, 100 préfets, soit un petit millier de personnes sur 65 millions d'habitants. Il est donc clair que si nous nous fondons sur les termes de cette circulaire, l'intérêt général ne peut absolument pas procéder de l'état politique actuel. Nous noterons toutefois que malgré cette incompatibilité, ce dernier, l'État, semble autoriser à décerner un label d'intérêt général à toute organisation répondant à ces trois critères. Nous sommes bien là arrivés au comble du paradoxe. Il ressort de tout cela que le caractère imprécis de la définition du dictionnaire, ajouté au caractère contradictoire de l'acception oligocratique, nous conduisent à la conclusion que la notion d'intérêt général, ainsi conçue, est le parfait synonyme de l'arbitraire. Est-ce à dire pour autant qu'il serait impossible de définir un concept d'intérêt général autrement que comme un outil discrétionnaire mis à la disposition de toute autorité souhaitant être déchargée de l'obligation d'argumenter ses décisions? Eh bien non. Non. Au contraire, nous pensons que l'intérêt général peut être défini de façon objective et rationnelle et même, pourquoi pas scientifique. Pour peu que ce concept soit mis en perspective d'une loi physique ou biologique incontestée. En effet, dans le cas où une affirmation, une loi ou un théorème scientifique relatif à l'ordre du monde ne serait pas contesté par personne, par exemple, prenons la loi de la gravitation de Newton, nous pourrions raisonnablement établir que l'intérêt général, c'est de se conformer à cette loi et que par conséquent, toute action ou comportement visant à la violer est contraire à l'intérêt général. Et que hors de cette condition, et dans la stricte limite de son respect, le critère d'intérêt général ne peut objectivement être conféré à aucun objet particulier. Bien plus, la philosophie du droit hegelienne nous a enseigné qu'aucune idée, quelle que soit sa formulation ou l'origine ou sa conception, n'a aucune valeur tant qu'elle n'a pas été soumise à la contradiction et qu'elle n'a pas opposé à cette contradiction des arguments rationnels. Ce protocole dialectique, ne constituant toutefois qu'un premier pas nécessaire mais non suffisant, pour atteindre le seuil de non-contestabilité d'une affirmation, car ce dernier, il ne sera atteint qu'au moment où plus aucune voix contemporaine librement exprimée ne viendra la contester. Nous voyons donc que les critères objectifs de l'intérêt général sont pratiquement impossibles à réunir entre les mains d'une minorité. Intérêt général détenu par une minorité. Et que toute tentative de le faire ne peut conduire que vers, bien entendu, le despotisme et la dictature. Voici donc, pour ce qui est de l'institutionnalisation de l'arbitraire, la troisième technique que nous avons identifiée pour lutter contre la contestation. Mais il arrive que ces trois techniques soient insuffisantes pour l'oligocratie croissanciste capitaliste. Que la censure des opinions contraires, plus la calomnie des pensées hétérodoxes, plus la pratique quotidienne de l'arbitraire n'atteignent pas complètement leur objectif, notamment au sein de collectivités où le citoyen de base possède un minimum d'esprit critique. Cet objectif qui est d'éloigner, et même si possible d'éradiquer, les idées jugées néfastes à la poursuite sereine de l'activité marchande croissanciste. Alors, le pouvoir capitaliste, expert par ailleurs en stratégie militaire, utilise une quatrième technique, issue de cet art, qui s'appelle le leurre. La technique du leurre, comme chacun sait, consiste à créer de toutes pièces une fausse cible
afin que le projectile ennemi vienne s'écraser sur elle au lieu d'aller s'écraser sur celle qu'il avait initialement programmée. Cette technique, qui a connu un grand essor ces dernières années sur le plan militaire, a trouvé également des applications au niveau de la stratégie politique. Nous pourrions citer le cas du réchauffement climatique et de la croissance verte. Alors, ces deux concepts, en forme de leurre, utilisés en forme de leurre, le réchauffement climatique et la croissance verte, ils agissent tous les deux de concert, en tant qu'agents occultateurs des vrais problèmes et sont en réalité destinés à canaliser les contempteurs de la croissance vers un solutionnisme tempéré et croissanceau-compatible. Parce que le capitalisme croissanciste, eh bien, il dispose d'une capacité d'analyse très avancée des comportements humains. Capacité d'analyse qu'il a notamment tirée de sa pratique du marketing qualitatif au sein de ses entreprises de production. L'idée simple, c'est de considérer qu'il n'est finalement pas plus compliqué d'élaborer un parfum de yaourt qui va plaire aux consommateurs que de suggérer une idée sociétale qui va plaire à l'électeur. Si bien que dans le premier cas, occupé à déguster son yaourt parfumé, il ne lui restera plus assez de temps disponible pour réfléchir à autre chose, électeur-consommateur. Et que dans le deuxième cas, occupé qu'il sera à s'agiter autour de l'idée sociétale attractive, il lui ne restera plus assez de temps disponible non plus pour aller chercher à identifier la cause profonde et première de son agitation. Car ces deux concepts, le réchauffement climatique et le développement durable, largement les plus écolos populaires du moment, sont bel et bien deux magnifiques leurres utilisés par l'oligocratie capitaliste croissanciste pour se défendre des contempteurs de sa politique ou de sa géopolitique. Cette affirmation va sans doute faire grincer quelques dents, tout au moins pour ce qui concerne le réchauffement climatique, tant de nombreux militants, sans aucun doute sincèrement portés vers le bien-être de l'humanité, ont trouvé dans sa dénonciation une cause qu'ils considèrent comme étant primordiale pour s'assurer d'un avenir durablement meilleur, voire tout simplement durable. De plus, il apparaît que débattre du thème du réchauffement climatique par les temps qui courent, et compte tenu de ce que nous venons de dire sur l'inflation des lois contre la liberté d'expression, les techniques de discrédit a priori pour cause de complotisme, et les principes de non-débat sur les thèmes jugés d'intérêt général, eh bien, ça n'est pas une entreprise exempte de risques de parler du réchauffement climatique. Risques venant d'ailleurs de tous côtés du pouvoir politique naturellement, mais également venant de groupes d'opinion ayant de plus en plus tendance à adopter les mêmes techniques que le pouvoir officiel pour se débarrasser de la contradiction. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons de débattre du réchauffement climatique sur le fond, tout au moins, c'est-à-dire sur la validité ou pas des trois postulats cumulatifs qui les dictent. 1. La planète se réchauffe. 2. Ce réchauffement est dû à l'activité humaine. Et 3. Ce réchauffement est globalement néfaste pour les conditions de vie de l'espèce humaine. Nous nous abstiendrons d'autant plus de nous poser ces trois questions que leurs réponses putatives n'ont d'ailleurs aucun intérêt du point de vue de notre propos. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, la vraie, ou les vraies questions, ne sont pas celles-ci. Car le réchauffement climatique, quelles que soient ses caractéristiques, n'est qu'une externalité négative de la croissance. Il n'est pas lui-même un fait générateur de la croissance. Et c'est là précisément qu'est le leurre. Quant à savoir qui a créé ce leurre, le pouvoir oligocratique lui-même, certains groupes de pression, ou même peut-être s'est-il créé spontanément tout seul, la question n'est pas là non plus. La vraie question, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique est une immense mystification qui, au bout du compte, profite à la croissance.
Pourquoi? Eh bien, nous remarquerons tout d'abord que cette lutte contre le réchauffement climatique jouit d'un remarquable consensus dans toutes les sphères de la pensée, pouvoir oligocratique en tête, ce qui devrait déjà semer le doute dans notre esprit. Nous remarquerons ensuite que tous les mouvements qui s'agitent pour faire activer la manœuvre ne remettent jamais en cause ni le capitalisme ni la croissance, si ce n'est qu'en termes vagues et vides de sens concret. Et vides de sens concret. Notre doute s'amplifie. Nous observons enfin qu'objectivement, toute cette agitation autour du réchauffement climatique fait en réalité, si on y regarde de plus près, le lit du développement durable, parce qu'elle canalise l'essentiel des contestations vers l'idée fédératrice qu'il suffirait d'opérer quelques aménagements dits écologiques, au mode de production capitaliste pour pouvoir limiter la hausse des températures de 1 ou 2 degrés et pouvoir ainsi continuer un processus économique inchangé et avec lui, bien entendu, sa mécanique interne, la croissance. De ce point de vue, c'est de ce point de vue que le leurre du réchauffement climatique fonctionne également comme un mythe. Le mythe, ce mythe de la possible croissance durable en configuration capitaliste, avec éradication des principales externalités négatives, le réchauffement climatique, mais également, pourquoi pas, toutes les autres, la pollution, la stérilisation des terres arables, les maladies microbiennes, etc., etc. Car les procédés thérapeutiques existent et ils sont proposés par une autre branche du capitalisme, celle-ci spécialement dédiée à ce commerce et qui se nomme le capitalisme vert, ou green business, ou écolo business, et qui a pour profession d'inventer des solutions pour capturer le carbone, recycler les déchets, soigner les virus, etc., etc., etc. Et il est désespérant, quelque sorte, de constater à quelle vitesse et avec quel enthousiasme les masses populaires s'engouffrent dans ce type de leurre, attendant de ces solutions curatives suggérées par le système qui les a créées, un règlement qui a créé les dysfonctionnements, un règlement du problème créé par le système lui-même. Tous ces efforts ne visent en fait qu'à adapter la croissance à la gestion de ces externalités négatives qu'elle produit, ce qui est naturellement impossible. Et quand bien même ce serait possible, c'est-à-dire si nous admettions que le réchauffement climatique puisse être facilement limité à 1 ou 2 degrés, le problème de fond, c'est-à-dire la décroissance inéluctable du système de production pour cause de raréfaction de l'énergie et pour cause de raréfaction de la matière, ne serait pas réglé le moins du monde. Alors, face à cette haute muraille renforcée et ce tir de barrage nourri de l'oligocratie capitaliste croissanciste, quelles sont les perspectives de l'action politique? Ce qui est certain, c'est que dans le monde organisé des humains, tout est politique. Ce n'était sans doute pas le cas avant la révolution néolithique, à l'époque des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, où il ne semble pas que des règles collectives aient été formellement établies entre les hommes. Mais, avec la mise en œuvre d'un processus économique même rudimentaire au début, la nécessité est apparue rapidement d'établir un contrat social, établissant des mesures d'interdiction et des injonctions de contrainte entre les différents membres d'une même collectivité. Système de gestion de l'ensemble des règles coercitives qui, comme nous l'avons dit, peut être admis en tant que définition fondamentale de la politique. La décroissance, elle, définit un processus économique spécifique et ne comporte pas en soi de composante politique au sens où nous avons défini ce terme, c'est-à-dire
un mode de gestion de règles coercitives entre divers individus d'un ensemble social. Mais il apparaît que la politique est issue du processus économique, et que, sans ce dernier, la collectivité humaine pourrait très bien être livrée à elle-même sans être nécessairement encadrée par un quelconque dispositif juridique. Si nous admettons donc que c'est l'économie qui génère la politique, autrement dit que ce sont les rapports économiques qui construisent les rapports politiques, la vision mécaniste de l'économie politique nous conduirait alors à penser que la réversibilité du phénomène est possible. C'est-à-dire qu'un mode politique donné peut induire un mode économique donné. Alors, le marxisme fait partie de ces théories mécanistes de l'histoire qui, traduites en termes de physique, nous expliquent que si une quantité Q1 de travail a généré une quantité Q2 de chaleur, cette même quantité Q2 de chaleur va pouvoir recréer la même quantité Q1 de travail en sens inverse. Traduit en doctrine de gouvernement, l'application de cette loi s'appelle planification, réglementation, restriction de la liberté individuelle et de façon plus générale, toute puissance de l'État, représentée concrètement et physiquement par un groupe restreint d'experts, plus ou moins autoproclamés. Cette vision mécaniste, indépendamment de ses conséquences détestables sur l'autonomie des citoyens, pêche, objectivement, par son ignorance des lois de la thermodynamique et de la non-réversibilité des phénomènes liés au processus économique. Elle débouche également sur cette illusion fâcheusement répandue, cette illusion du politique pouvant décider de l'économie. Elle a nourri, d'ailleurs, un certain nombre d'expériences qui ont toutes buté sur cette réalité de la non-réversibilité et se sont soldées par des banqueroutes que l'on sait. De ce fait, tous ceux qui lient la décroissance à la politique, dans ce sens erroné, sont condamnés à subir le même destin historique. De ce fait, nous devons affirmer que le changement politique viendra de la décroissance, et pas l'inverse. Et que c'est à partir de cette grille de lecture qu'il faut apprécier la position de telle ou telle mouvance décroissante. Concrètement, nous constatons que tous ceux qui proposent un programme politique pour décroître le font dans le cadre d'un parti politique existant du système oligocratique, et que même s'ils font tout pour le cacher, ils sont néanmoins contraints de tomber le masque au jour fatidique des élections en appelant à voter pour l'un ou l'autre de ces partis, car c'est bien au pied de l'élection qu'on voit les militants. On voit les militants tels qu'il est. En réalité, le passage du discours culturel au discours politique. Ce passage, il enferme la plupart des décroissants dans une contradiction inextricable. Telle enseigne que nous comprenons fort bien le souci appuyé des effondristes, nouveaux leaders incontestés de la mouvance. Nous comprenons fort bien le souci de ne pas toucher à ce discours toxique, au risque d'y laisser leur renommée et d'y fourvoyer leur succès tout neuf. L'analyse de cette contradiction part du fait peu contestable qu'il est très difficile de concevoir un programme politique ayant pour objectif d'empêcher la survenue d'un phénomène que l'on pronostique comme devant être inéluctable. C'est précisément cette évidence qui, en principe, devrait priver les effondéristes de toute possibilité de vision politique et qui semble bien les en priver. Or, les choses ne sont pas si simples. Mais les choses ne sont pas si simples, car il existe une pulsion irrépressible, bien humaine, qui pousse celui qui prétend se limiter à un constat à s'engager quand même un peu plus loin et proposer certaines solutions. Mais alors, de quelle façon répondre à ces trois questions? Première question. Pourquoi ne pas attendre que le déclin survienne réellement? Deuxième question.
comment donner à cette démarche un caractère mondial? Troisième question, et par quel type de mesures y parvenir? La première question, c'est la plus fondamentale, parce que finalement, c'est la moins riche en arguments probants. En fait, on en revient toujours à la question du délai cher à Günther Anders, qui déclarait « Nous ne vivons plus dans une époque, mais dans un délai ». À partir donc de cette hypothèse de deux choses l'une, soit ce délai est très court, et alors l'urgence n'est pas de précipiter les choses, mais plutôt de chercher à savoir dès maintenant comment nous allons nous adapter au déclin. Soit, deuxième hypothèse, ce délai semble lointain, et dans ce cas, la tentation est grande de mettre en place quelque chose pour le repousser encore plus loin, c'est-à-dire aux générations ultérieures. La fameuse maxime populaire, on ne le verra pas, ça je ne le verrai pas. Et c'est précisément à cette dernière tentation que succombent les décroissants culturels, les décroissants volontaires, les objecteurs de croissance, en nous expliquant qu'en décroissant tout de suite, nous allons pouvoir maintenir durablement un état stationnaire à basse activité industrielle, rejoignant ainsi sans s'en rendre compte le concept tant décrié du développement durable. Et c'est bien dans la lignée de ce raisonnement que nous avons vu récemment fleurir ce merveilleux slogan. Face à l'effondrement, une solution, la décroissance. Une décroissance, bien sûr, qui surfe sur la lame de fond, toujours, du réchauffement climatique, balayant tout sur son passage. Tant la loi de l'entropie que la dégradation des sols arables, à tel point qu'il n'est même plus nécessaire de les évoquer dans le cadre d'un catéchisme climatique vendu d'avance. Le revers de la médaille, c'est que si ce discours climatique évite les raisonnements pénibles en réduisant la solution de tous les problèmes de la lutte contre le gaz carbonique, il réconcilie le capitalisme avec l'écologie moyennant quelques ajustements concoctés lors de chaque COP successive. Et c'est ainsi que nombre de ces décroissants thermodynamiquement approximatifs rejoignent la cohorte des individus persuadés que le système capitaliste croissanciste peut perdurer grâce et moyennant une transition écologique rondement menée. C'est alors que face à ce réseau d'impasses à terme, mais pressé par le démon de l'immédiateté, nous nous demandons, mais que pouvons-nous donc faire tout de suite et maintenant, qui soit d'une quelconque utilité pour nos concitoyens? Nous répondrons sans hésitation que la première chose à faire, et de loin la plus importante, c'est de lancer l'alerte. Une alerte sous forme de raisonnement rationnel, logique, et en fin de compte, scientifique, dont l'objectif est double. Démontrer que le processus économique basé sur l'utilisation des ressources naturelles finies contient en lui-même l'inéluctabilité de son extinction. 2. Laisser entrevoir que le trajet progressif vers un processus économique n'utilisant que des ressources naturelles, renouvelables, dans la limite de leur renouvellement, que ce trajet est porteur d'énormes satisfactions et d'énormes avantages. C'est donc de ce point de vue un immense chantier d'éducation populaire qui est à entreprendre. Ces deux composantes de l'alerte ayant été ainsi définies. Elles contiennent naturellement des externalités négatives ou pouvant être considérées comme telles, avec au premier chef l'interaction de deux problèmes fondamentaux, celui de l'alimentation et celui de la démographie. Cette double problématique, possiblement anxiogène, doit être étudiée et traitée sereinement et posément
et pendant le temps qui nous est imparti entre aujourd'hui et le début de la décroissance. Car il est clair qu'actuellement, aucune piste de parade n'existe à ce problème, du moins si nous attribuons au terme parade le sens de solution proprement dite. La seule piste possible consiste à imaginer la mise en place d'un accompagnement optimal du phénomène, toujours dans la perspective de la construction du déclin. Mais qui peut proposer cela? Pas grand monde. Et à vrai dire, personne. C'est ainsi que nous voyons donc que l'action politique contemptrice de la croissance, est condamnée elle aussi à une sorte d'impasse. Impasse bien illustrée par le fait que le capitalisme croissanciste, comme nous l'avons vu, se renforce de ses propres oppositions, tel le cyclope qui se nourrissait de ses agresseurs, et ne semble pas devoir être sérieusement inquiété par aucune contestation résiduelle sérieuse. Et qu'il peut donc, capitalisme croissanciste, pour ses moments de repos dormir paisiblement sur ses deux oreilles, ou pour ses instants de divertissement, observer avec amusement ses administrés s'agiter en vain, et n'être pas prêt de sortir du capitalisme croissanciste. Je vous remercie et à bientôt.